Moi, en deux mots, je suis Aurélien, secrétaire d'avenir climatique. J'ai fait un master cette année qui s'appelle économie, développement durable, économie, énergie, climat, je crois. Bravo, j'ai réussi à le dire. Et en gros, on a fait ce jeu-là en début d'année avec monsieur Jean-Pierre Favnec, qui est prof à l'Institut français du pétrole, School. C'est-à-dire l'Institut français du pétrole, vous voyez à peu près ce que c'est, et School, c'est la partie où on forme les futurs ingénieurs pétroliers, économistes, etc. etc. Voilà, donc je remercie ce monsieur de m'avoir fait ce cours-là et découvrir ce jeu-là. Je ne sais pas comment passer les diapos. C'est lui là sur la photo? Non. Oui, vous dites, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un sait qui est le monsieur là-haut? Arlène Nézien. C'est un dirigeant de l'OPEP, d'une compagnie de l'OPEP, ouais. Comment ça s'appelle? Saudi Aramco, ouais. Donc son nom c'est Khalid Al-Fali, président et CEO de la Saudi Aramco. Voilà. Alors on va jouer par groupe à deviner le prix du baril dans 10 ans. Mais il faut savoir que c'est pas un jeu qui a une vertu prédictive, c'est plutôt pédagogique pour que vous compreniez un peu quels sont les facteurs déterminant ce prix-là. Et il n'y a rien à gagner. Je sais pas si. Si ça vous aide à devenir trader pour spéculer à la hausse ou à la baisse sur le cours du pétrole mondial, pourquoi pas, tant mieux. Alors une diapo rapidement pour donner 3 chiffres peut-être, c'est un demi, un tiers, un sixième. C'est la proportion d'une ressource fossile qui est échangée dans le monde. C'est-à-dire qu'une tonne sur 2 de pétrole dans le monde traverse une frontière. Alors que pour le gaz, c'est 1 tonne sur 3, et pour le charbon, c'est plutôt 1 sur 6, 1 sur 7. Donc en gros, parmi toutes les énergies fossiles, le pétrole est celle qui a la plus mondialisée. Alors pourquoi? On en a parlé ce matin, c'est liquide et grosse densité énergétique. Donc c'est plus facile de mettre du pétrole dans un pipeline ou dans un bateau que de mettre du charbon dans un train ou en vrac, dans un vraquier. Et du coup, un autre petit chiffre, c'est 3 € par baril, c'est le coût énergétique et économique pour transporter d'un bout à l'autre de la Terre un baril de pétrole. Donc si le baril est à 100 $, vous avez 2 à 3 $, ça sert juste à le transporter à l'autre bout du monde. Donc c'est pour ça que le pétrole est une des commodités énergétiques les plus échangées dans le monde. Alors le prix du baril est très très discuté, et vous avez peut-être déjà vu ces courbes-là. Celle qui est en vert clair, c'est le prix du baril en dollars constants, c'est-à-dire qu'on corrige de l'inflation le prix du baril, et vert foncé, c'est la même chose, mais en dollars de l'époque. Donc ce qui nous intéresse plus pour faire des comparaisons intertemporelles, c'est la verte claire. Et vous voyez qu'on est aujourd'hui à des prix historiques, au-dessus de 100 $ le baril, et qu'à chaque fois qu'il y a eu des chocs, ils étaient dus, ou en partie dus, à des considérations géopolitiques. Donc typiquement, premier choc pétrolier 73, on attribue souvent la guerre de Yom Kippour, ce premier choc-là, et celui de 79 à la révolution iranienne. Voilà. Pardon ? 1861, c'est le... Alors à l'époque, la guerre de sécession. Ouais, par le prix du baril à cette époque-là, ça ne vaut pas dire grand-chose parce que c'était pas vraiment un marché mondial. Voilà, donc je sais même pas les détails. La capacité de production n'était pas en place encore, donc... Bah oui, c'est beaucoup aux États-Unis à ce moment-là. Ça a tué la chasse à la baleine là-bas. Voilà. Peut-être. Une petite historique. Ok. C'est que sur le début, ça varie avec le prix de l'huile de baleine. Que sa concurrence. Voilà. Donc dans votre petite grille que je vous ai passée là, vous avez la page de derrière qui sera à remplir en dernier. Et les 2 premières pages là, c'est à gauche les différents facteurs. Hein? On regarde pas la page derrière, c'est ça? Bah, ça sert à rien pour l'instant, si vous voulez. Les différents facteurs sur la page à gauche là, il y en a beaucoup qui sont d'ordre géopolitique, et mes petites diapos là vont aller un peu plus dans le détail. Et ensuite, la page de droite, c'est pour chaque facteur identifié sur la page de gauche, quelle sera l'évolution à l'avenir. Donc le déroulé du jeu, en gros, c'est page de gauche, on attribue à chaque facteur une importance relative. Alors 0, 1, 2, 3 ou 3 étoiles. Et page de droite, comment vont évoluer ces facteurs à l'avenir.
Et la grille de fin, c'est un peu pour répertorier tout ça, évaluer en termes de prix du baril, combien ça se chiffrerait. Sachant que c'est complètement arbitraire, c'est mon prof qui l'a fait, je ne sais pas comment il a pondéré tout ça. Voilà. J'ai quelques diapos, moi, pour donner des ordres de grandeur. Donc il y a celle sur le prix, là, que je viens de passer. Celle sur les volumes, que vous avez sûrement déjà vu aussi. Donc on voit très bien les chocs pétroliers, là, 62, 73, suivi de 79 là. Et en gros, le niveau actuel, c'est 1 million de barils par jour. Là, on est entre 80 et 90. Ce qui correspond, ce qui parle plus, je trouve, c'est 2 litres par jour et par personne dans le monde. Les volumes produits et consommés dans le monde de pétrole. Dans les différents facteurs, vous avez PIB. Alors, ça va peut-être pas vous étonner, mais il y a un lien très fort entre PIB et consommation d'énergie, en général. Il y a une corrélation, c'est ce qui semble être indiqué par cette courbe-là, qui est en abscisse la consommation énergétique totale liée chaque année avec le PIB mondial en dollars constants. Corrigé de l'inflation encore une fois. Donc il y a une sorte de droite, de s'amuser à quantifier la corrélation. Donc ça c'est pour toute énergie consommée. Pourquoi est-ce que le PIB est linéaire, serait linéaire avec la consommation d'énergie? C'est parce que à chaque fois qu'on fait de l'activité économique, il faut déplacer des matières, il faut déplacer des hommes, ou il faut alimenter des processus industriels. Donc il y a une relation qu'on perçoit un petit peu intuitivement et qui dans les données est chiffrée comme étant rigide. C'est-à-dire un point de PIB en plus, c'est un point de consommation énergétique en plus. Ce qui semble être indiqué par cette droite. C'est-à-dire qu'au niveau rendement, on n'est pas... Alors après, il y a des considérations rendement pays par pays. C'est-à-dire si tu prends une économie comme la France, on avait des rendements énergétiques peut-être très défavorables avant le choc pétrolier, et après on s'est un peu amélioré dans les processus. Mais si tu prends le monde dans son ensemble, tu foisonnes toutes les efficacités énergétiques en moyenne, et tu as cette relation qui est linéaire. Ce qui n'empêche pas que dans certains pays, l'efficacité énergétique s'améliore. Mais en moyenne dans le monde, elle ne s'améliore pas. C'est ça. Ou alors ça veut dire qu'on nous demande plus de services. Du coup, ça se contrebalance. Non, mais ou alors ça veut dire que. Parce que là, en fait, c'est une coupe. Mais non, c'est parce que ça, c'est une coupe temporelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque point correspond à une année, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Et, donc, et en fait, c'est que comme l'efficacité énergétique augmente de manière à peu près linéaire, finalement, ce qu'on ne voit pas, c'est que les points ne sont pas à efficacité énergétique équivalente. Mais simplement, c'est que comme la progression de l'efficacité énergétique est à peu près constante, du coup, ça apparaît pas. On voit une décorrélation, mais on aurait pu faire à peu près la même corrélation avec l'efficacité énergétique du PIB. On aurait trouvé la même droite, on aurait dit, ah ben donc l'augmentation, c'est uniquement dû à l'augmentation de l'efficacité. Peut-être qu'il faut définir efficacité énergétique. L'efficacité énergétique du PIB, c'est simple, tu divises le PIB par la quantité d'énergie consommée. Alors on voit bien qu'elle augmente avec le temps. C'est la pente de cette droite en fait. Non, c'est pas la pente de la droite, c'est entre un point et l'origine. Et comme ça passe pas par zéro, ça augmente. Ah oui, la droite ne passe pas par oui. Et ouais, elle passe en dessous de l'origine. Donc au fur et à mesure du temps, on s'aperçoit que l'efficacité énergétique du PIB mondial augmente. Donc c'est bon. Voilà. Ok. Je comprendrai plus tard. Donc ça c'est pour toute énergie confondue. Et là, pardon, je sais pas comment on revient en arrière. Là c'est pour le pétrole uniquement. Donc on retrouve ces relations linéaires, mais vous voyez qu'il y a une sorte de décrochage là qui correspond en gros à 73 jusqu'à 80, le temps qu'on change de régime entre guillemets. Donc il y a aussi des considérations de rigidité entre PIB et consommation d'énergie pour le pétrole uniquement. Et dans la petite fiche, vous avez un concept qui est introduit qui est l'élasticité l'élasticité du PIB au pétrole. Il faut peut-être que je fasse un petit détour sur cette formule-là. En gros, l'élasticité du PIB au pétrole, c'est la variation en taux de pourcentage de la consommation de pétrole sur la variation en taux de pourcentage du PIB. Et il y a des travaux académiques qui estiment cette élasticité à 0,6, ce qui veut dire que si vous avez un PIB qui croît de 1%, ça correspond à une consommation de pétrole de 0,6%. 0,6 fois 1%. Donc 0,6 points. Donc voilà.
C'est pour introduire le concept d'élasticité que vous retrouverez dans la feuille. Ça, c'est la diapo de Nicolas Meillan que vous avez vue. En gros, juste un chiffre qui peut être effrayant, c'est les 93% là qui correspondent à la consommation de pétrole dans le secteur des transports. Donc au niveau mondial, le pétrole, je ne l'ai pas rappelé, mais c'est un tiers de la consommation d'énergie primaire dans le monde. Et dans le secteur juste des transports, c'est plus de 90%. Et les 6%, c'est quoi? Les 6%, c'est où? En haut, sur les 93, il y a un 6%. C'est le gaz. Ça doit être de l'électrique. C'est pas le gaz, c'est pas le violet. Ouais, mais je crois que sur le diapo de Nicolas Meillan, c'est l'électrique. Non, mais il me semble que c'était pas orange sur le diapo. J'ai changé les couleurs, donc je ne sais pas. T'as les voitures, les Non, avions, effectivement, ça c'est c'est du que- pétrole. Les avions, c'est Non, mais du c'est le pétrole. gaz, je crois. Et c'est les trains. Il me semble que c'est le gaz. Non, mais c'est l'énergie primaire. Ouais, mais du coup, c'est hydraulique. Ah bah oui, non. Du charbon. Il y a débat. Hydraulique nucléaire, ce sera en bleu, le gaz, ce sera en vert. Il y a Là, des- c'est orange qui est pas nulle part. Ils n'ont pas pu se faire chier, ça aurait fait un truc trop coloré. Bon, j'avoue qu'il faut que je creuse parce que j'ai complètement modifié les couleurs. Ah, bah Et voilà. Et voilà. Donc du coup, la question qui est posée dans le questionnaire, là, c'est est-ce qu'on peut substituer d'autres énergies au pétrole? Donc il faut savoir que peut-être qu'il y a des secteurs comme l'industrie où ça peut être possible, mais dans le transport, à voir si on fait de l'électrique, avec quelle source d'électricité, etc., etc. Vous en débattrez en groupe. Un petit aspect sur la demande de pétrole dans le monde, et en particulier la demande pour les véhicules. Vous avez là l'évolution des parcs de véhicules particuliers dans différentes zones géographiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 1 milliard de véhicules particuliers dans le monde. Et là, ce sont des scénarios où, de l'Agence internationale de l'énergie, je n'ai pas mis la source, désolé, où la Chine, qui aujourd'hui a très peu de voitures, se développerait jusqu'à avoir des parcs entre 400 et 500 millions de véhicules. Donc est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'elles sont propulsées avec du thermique liquide, donc du pétrole raffiné, ou est-ce que c'est de l'électrique avec du charbon? Enfin voilà. Bah, c'est possible que la Chine passe là, mais par contre, il faut que la courbe bleue et que la courbe verte descendent. À vous de voir. excuse-moi. Oui. C'est une prolongation tendancielle ou ça prend en compte d'autres. Alors ce sont des scénarios cohérents établis par l'Agence internationale de l'énergie. Bah, ils disent que c'est économiquement possible, que c'est... Économiquement possible. Oui. Mais ils prennent des hypothèses sur la croissance démographique, la croissance du PIB et puis les ressources fossiles. Évidemment. Là, je vous propose un petit jeu sur les 3 plus gros consommateurs de pétrole dans le monde. À votre avis, qui sont-ils? Pays ou par habitant ou... Les pays, et pas par habitant. Pays global. Chine, Qui sont les pays les plus gros consommateurs de pétrole dans le monde? En quantité totale. Chine 1, États-Unis 2, États-Unis 1 pour le pétrole. Australie. les consommateurs. Mais... Donc beaucoup de. Allez, réponse. Alors les USA, c'est quasiment 20 millions de barils par jour, c'est-à-dire plus de 20% voilà, du marché. Les Chinois, c'est 10 millions de barils par jour, donc 10-15% du marché. Les Japonais, c'est 5. Donc il y a quand même une grande disparité entre les 3 premiers. 19, 10 et 5 millions de barils par jour. Vous connaissez les producteurs? Russie, Russie, Arabie Saoudite, États-Unis, Arabie Saoudite et Russie. c'est un tout pile. Bravo madame. Donc Arabie Saoudite à peu près 11,5 millions de barils, donc c'est plus de 15, enfin à peu près 15% du marché. La Russie est pas loin derrière, à 11 millions de barils jour, et enfin les États-Unis à 9 millions. Voilà, donc ça se tient dans un mouchoir de poche. Après, je crois qu'il y a un grand écart avec le 4e. Et dernière question, qui détient les réserves prouvées, c'est-à-dire les réserves estimées comme étant économiquement et technologiquement accessibles? Parce qu'on a déjà des projets pour les... Arabie Saoudite, Russie. Conventionnel ou pas? Ah, non conventionnel et conventionnel compris. Canada.
Alors qui est le premier? La Russie. Non, l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite reste premier. Ça c'est Venezuela. C'est leur unique compagnie. Alors ça comprend beaucoup d'extra lourds, c'est-à-dire des non conventionnels. Le deuxième, vous mettriez qui? L'Arabie Saoudite. C'est le pays où il est négatif. C'est quelque part. Russie. Donc un peu derrière, à 20 milliards de barils près. Et le troisième à 100 milliards derrière les deux premiers. Donc il y a un gros écart. C'est quoi le nombre pour les premiers? C'est quasiment 300 milliards pour le Venezuela et 270. C'est l'extra lourd uniquement quasiment. Je suis désolé, c'est pas la Russie, hein. C'est l'Arabie Saoudite. Il y a un problème là. C'est pas la Russie. C'est l'Arabie Saoudite. Pardon. Il y aura une deuxième guerre de Crimée. Voilà. Donc là, c'est bien l'Arabie Saoudite avec 270 milliards de barils. Venezuela 290, c'est le troisième. Non, c'est le Canada. Avec les fameux sables bitumineux. Mais eux, ils sont 100 milliards de barils derrière. Donc 270 pour l'Arabie Saoudite et 170 pour le Canada. Hop, l'OPEP. Qu'est-ce que c'est? Organisation of Petroleum Exporting Exportateur de pétrole. C'est un cartel de plusieurs pays, mais pas tous. De plusieurs pays. Alors c'est des pays producteurs, mais il y en a 12. Il y en a 12, ils sont en bleu sur cette carte. Je vais pas faire le jeu qui est qui parce qu'on n'a plus trop le temps. Et en gros, il y a beaucoup de North, Afrique du Nord et Moyen-Orient, deux pays d'Afrique qui sont l'Angola et le Nigeria, le Venezuela et l'Équateur. Donc il y a les noms si vous voulez savoir. Et ils ont été créés en 1960. Alors, pourquoi c'est important dans le prix du baril? C'est parce qu'ils ont à peu près 70 à 80% des réserves prouvées et 40% de la production mondiale. C'est ce que je mets là sur ce graphique. Donc 80% des réserves prouvées, avec beaucoup en Arabie Saoudite et au Venezuela. Et sur la production mondiale, ils sont là, dans la zone bleu clair. Donc 40% de la production actuelle. Oui. C'est hors Canada. Je suis désolé, ouais, c'était 2010, donc les réserves canadiennes n'étaient pas encore attribuées en réserve prouvée. Le Canada n'est pas dans l'OPEP. Le Canada n'est pas dans l'OPEP, oui. Non, c'est pas l'OPEP. Non. Donc du coup, quelle est l'importance de ces pays à l'avenir? Est-ce que c'est établi en fonction du prorata des réserves prouvées? À vous de voir. Sachant qu'ils ont 70 à 80% des réserves et que c'est aujourd'hui 40% de la production. Et là, j'ai pris 3 dépêches AFP du fin mars ou début avril pour dire qu'en gros, ces pays-là sont vraiment dans le centre de toutes les attentions dans ce qui est la presse spécialisée de l'énergie. Pourquoi? Parce que les troubles géopolitiques dans ces pays-là, ça affecte forcément le prix du baril. Il y a enfin un petit facteur qui s'appelle, il me semble, capacité d'investissement des compagnies pétrolières. Alors pourquoi? Parce que avant d'extraire le pétrole, il faut le trouver et il faut mettre en place toutes les infrastructures. Et c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher. Vous avez là sur la dernière décennie, même un peu plus, les investissements annuels. Donc ça, c'est pas corrigé de l'inflation, mais quand même, entre 300 milliards et 700 milliards l'année dernière, ça va bien au-delà de l'augmentation due à l'inflation. Donc en gros, les compagnies pétrolières, que ce soit les compagnies privées ou les compagnies nationales, investissent de plus en plus pour aller extraire le pétrole, sans pour autant augmenter leur production en conséquence. Donc c'est de plus en plus coûteux d'aller chercher le pétrole. Et c'est ce que je sors aussi sur cette diapo, qui est en gros les réserves de pétrole techniquement récupérables, donc pas forcément les réserves prouvées parce qu'il n'y a pas de considération de rentabilité économique, au regard de leur coût de production. Donc en gros, vous voyez que l'OPEP, c'est en gros Moyen-Orient et North Africa qui ont des coûts de production très très faibles et qui ont des grosses réserves. Mais les pétroles vers lesquels on est en train de se tourner actuellement au niveau mondial, ils sont plutôt à des coûts 2 voire 3 fois plus élevés. Et donc ça, c'est juste les coûts de production. À quel débit? À quel débit, je ne sais pas.
le débat est ouvert. Et ça ne prend pas en compte la marge des entreprises qui est nécessaire pour investir. Donc ça, c'est relié à la diapo d'avant. Il faut faire des profits pour investir dans des nouveaux gisements à exploiter ensuite. Là, c'est juste les coûts de production. Et enfin, une dernière considération, quand vous voyez que au Moyen-Orient, on a des pétroles si peu chers alors que c'est à 100 $ le baril, toute la marge, en fait, elle sert à alimenter les budgets des États. Et ce sont des États qui sont intégralement tournés vers ces ressources-là, au sens où si le baril plonge de 10 à 75 $ le baril, leur recette fiscale chute, et du coup, tout leur modèle socio-économique peut chuter aussi. Donc ils ont des intérêts forts à garder des niveaux hauts parce que leur budget est budgété sur ces niveaux de prix-là. Voilà, il y a d'autres éléments qui sont le pic pétrolier, c'est-à-dire est-ce que les réserves qui s'amenuisent vont créer des primes de rareté, est-ce qu'on va chercher à ne pas péter complètement le climat, ce serait une bonne idée. Est-ce que dans les pays de l'OCDE, par exemple, on peut faire aussi de la maîtrise de l'énergie pour réduire notre facture commerciale ou pour réduire nos émissions.